Je suis reçu par Madame Villemer dans son cabinet de travail et à Bruxelles, donc, puisque je commence avec elle une série d'entretiens avec les astrologues belges en activité. Et donc, je vous ai rencontré il y a déjà pas mal de temps, effectivement, dans ce même endroit. Je pense que c'était peut-être au début des années 80 ou fin 70. Oui, quelque chose comme ça. Oui, donc ça revient quand même à 25-28 ans. Oui, oui, quand même. Oui, quand même. C'est cela. Donc là, je suis en train de regarder votre notice qui est parue dans le guide de la voyance d'Anne Placier, oui. En 2002. En 2002, d'accord, oui. Donc, je vois la raison des choses qui m'intéresse. Elle dit, c'est marqué, elle initie brièvement le consultant au rudiment de l'astrologie. Voilà. Donc vous faites un effort d'explication. Voilà, exactement, tout à fait. Qui est peut-être nécessaire en fin de compte. Oui, c'est nécessaire. C'est ce que j'appelle, disons, rentrer dans la consultation pour le consultant. Oui. Donc je commence par lui expliquer quel est son caractère, son comportement, ses tendances, sa personnalité. Et disons que ça permet une très belle mise en place, si vous voulez. À un moment donné, donc, le consultant comprend ce que représente son thème. Oui. Donc c'est important. D'accord. Mais alors, vous parlez, mais les rudiments de l'astrologie, quand même, alors ça c'est autre chose. Vous voulez expliquer un peu comment fonctionne l'astrologie, ou quelle est l'approche de l'astrologie? Pas trop. Non, pas trop, finalement. Oui, pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus leur donner trop de détails techniques, parce que pour eux, ils ne s'y retrouvent pas. Oui. Mais par exemple, je vous explique ce que c'est que l'ascendant, vous voyez? Oui, oui. L'importance de l'ascendant dans un thème, c'est important, bien entendu. Alors ça, j'explique, et puis je leur explique également pourquoi ils ont le soleil dans leur signe de naissance, par exemple, parce qu'il n'y a personne qui comprend ça et qui le connaît. Vous êtes, je ne sais pas, du signe du bélier. Eh bien, par exemple, je leur explique pourquoi on dit que le soleil est en bélier. Parce que c'est une question d'astronomie, tout simplement. Bon, je leur explique ça, mais après, disons que je nuance tout de même beaucoup. Je ne vais pas leur expliquer les carrés, les oppositions, parce que ça fait trop de technique. Oui. Mais je donne quelques bases. Je leur dis, par exemple, si leur signe est terre ou feu, et que ça représente tout simplement quelque part une notion qui est très connue, qui n'est pas astrologique du tout, et qui sont les tempéraments de base, vous voyez? Voilà. Alors, cette notion des tempéraments, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement connu partout. Tempérament de feu, d'air, d'eau, etc. Et puis, mais bon, ça c'est une base, c'est tout. Mais je me limite à ça. On ne va pas faire un cours d'astrologie dans la consultation, c'est pas possible. Oui, un cours d'astrologie, non, mais non. On pourrait quand même expliquer, enfin, on pourrait imaginer quand même qu'on explique quel est le regard de l'astrologie sur l'humanité. Qu'est-ce qu'elle étudie, l'astrologie, finalement? Oui, d'accord, enfin, pour une consultation, ça s'est poussé un petit peu trop loin. Oui. C'est poussé un peu loin. Disons que là, c'est une belle discussion qu'on peut faire ici, mais disons que dans une consultation, ça va prendre trop de temps sur le temps qui est imparti au consultant. Oui, je comprends, mais il y a une discussion sur ce point qui n'est pas close. Parce que, par exemple, est-ce qu'il y a une façon de vivre, alors je vous pose la question aussi bien vous en tant que consultant qu'en tant qu'astrologue, est-ce qu'il y a une façon de vivre sa vie en tenant compte de l'astrologie? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une approche de la vie qui est astrologique et quelle est-elle alors quelle est la sagesse, quelle est la philosophie de l'astrologie au niveau de la vie quotidienne, au niveau d'organiser sa vie, de prévoir certaines choses, oui, écoutez, de se préparer à certaines échéances? Oui, voilà, exactement. Oui, écoutez, je dis depuis très longtemps d'ailleurs, puisque je suis astrologue depuis 1970, c'est pas mal. Oui. C'est une bonne carrière. Bientôt 40 ans. Oui, exactement, c'est une fameuse carrière. Et beaucoup d'expérience, disons, par la même. Et bien justement, oui, voilà. Alors, je dis depuis très longtemps que l'astrologie, c'est à comparer à une carte routière.
Oui, en effet. La vie est un long voyage. Enfin, il y en a qui l'ont plus longue, il y en a qui l'ont plus courte, on ne va pas épiloguer là-dessus. Hein, ça, c'est autre chose. Mais la vie est un grand voyage, un long voyage. Et quelque part, quand vous avez un grand voyage à faire, vous êtes aidé puissamment par une carte routière. Cette carte routière vous démontre les étapes, la longueur des étapes, vous montre si l'étape est facile ou difficile, vous démontre également si vous vous avancez vers un chemin qui est trop facile ou trop difficile par contre, Ah oui. et disons que ça vous montre également les possibilités à un moment donné de faire une pause quelque part. Oui. Ah oui. Voilà, donc ça c'est très important également. Donc à tel endroit, vous pouvez faire une pause. Alors si vous voulez, dans la comparaison que j'appelle un petit peu schématiquement carte routière, eh bien tout simplement le consultant par rapport à son thème peut être, disons, informé que par exemple il a une période d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais une période quand même délimitée pendant laquelle il va devoir soit subir une influence, disons, difficile, je ne dis pas négative, parce que quelque part tout n'est pas forcément négatif non plus, mais une influence difficile, un problème, disons, à solutionner, mais que par exemple dans 4 ans, il va en sortir. Voilà, oui. Voilà. Oui. Alors ça c'est très important. Oui. Et j'entends d'ailleurs presque toujours la même réflexion à ce moment-là. Eh bien vous me soulagez pour me dire qu'il n'y en a que pour 4 ans, parce que je pensais que c'était pour toute la vie. Oui. Donc quelque part là, si vous voulez, c'est vraiment une bouffée d'oxygène qui arrive et qui lui dit que c'est limité, disons, dans le temps. Oui. Et donc ça c'est très important. Et donc ça c'est tout de même une des philosophies, disons, d'astrologie, et c'est quelque chose qui dans les consultations a une importance considérable. Alors justement, bon, on va revenir là-dessus, mais quand même, quelles sont les techniques que vous mettez au service de de ce mode de conseil? C'est quoi alors, parce que, par exemple, qu'est-ce qui vous permet de dire que ça sera dans 3 ans, 4 ans? C'est un transit, c'est une direction, c'est quoi? Voilà, c'est ça. C'est quoi qui vous, justement, permet de baliser la vie de la personne? Quelles sont les méthodes que vous utilisez? Oui. Eh bien, écoutez, les méthodes, ce sont les méthodes prévisionnelles. Mais lesquelles? Alors, à ce moment-là, vous en avez plusieurs. Vous avez soit les transits par rapport aux éphémérides, ça tout à fait d'accord, je peux simplement... Mais oui, bien sûr. Bien entendu. Bon, nous avons ici toujours les blocs éphémérides. Bon, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas vous les empiler les uns sur les autres. Hein. Vous avez évidemment tout ceci. Je ne sais pas si par rapport à la caméra, ça dit quelque chose. Hein, voilà. Oui. Voilà. De toute façon, les gens doivent se familiariser avec ce genre. Oui, voilà, d'accord. D'accord. Donc voilà. ça, ce sont les éphémérides. Oui. Donc par rapport au thème de naissance, qui est la grille de base, qui est évidemment ce que j'appelle un peu aussi les 4 pieds de la pyramide, il y a, c'est la fondation elle-même, c'est le thème de base. Bon. Mais au-delà de ce thème de base, il y a toute l'évolution de la personne, bien entendu, par rapport, 1, au transit, 2, on peut faire des révolutions solaires année par année, 3, on peut faire des révolutions mercuriennes pour 1 an également, ah bon? en position de Mercure. Ça, c'est une invention à vous, non, pas du tout. Non, Volguin en parlait déjà. La révolution mercurienne. Ça vient un petit peu ça complète la révolution... Voilà, ça complète la révolution solaire et c'est extrêmement intéressant. Ah oui, je crois que je n'en avais pas entendu parler. Oui, parce que Mercure, c'est il messaggero. C'est le porteur de nouvelles. Et donc, ça peut être très intéressant et ça complète éventuellement la prévision par rapport au transit, à la révolution solaire, à la mercurienne, donc. Et puis ensuite, on a aussi, si on veut aller par là, on a c'est pas des révolutions, ce sont alors à ce moment-là
des transits, si vous voulez, symboliques. Oui, les directions symboliques. Il y a les directions symboliques. 1 degré par an, quelque chose comme ça. Voilà, oui, c'est ça, oui, exactement. Oui. Alors, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs systèmes, disons, de comparaison et de prévision. Et en général, je dois dire que souvent, je les additionne pour Oui. avoir quelque chose de complet. C'est quand même assez complexe, en définitive. C'est complexe, Hein? c'est très complexe. Oui. C'est très complexe, évidemment, c'est tout de même très intéressant, c'est beaucoup de travail. Alors tout ce travail se fait avant que la personne arrive. Il est évident que je ne passe pas des heures à faire des calculs et des interprétations devant la personne, c'est fait préalablement. Oui. Vous n'utilisez pas l'informatique pour ça, quand même? Ah si, il y a de l'informatique, Ah oui, oui, d'accord. Ça a changé depuis l'époque où vous avez commencé. Oui, tout à fait d'accord. L'informatique est précieuse sur le plan du calcul, mais pas de l'interprétation. Oui, bien sûr. Là, l'interprétation, je suis, comment vais-je dire, très pointu, si je pourrais dire. C'est-à-dire que l'interprétation, c'est l'astrologue qui doit la faire. Oui. C'est pas l'informatique. Oui, mais enfin, l'informatique va sortir peut-être certaines configurations importantes. Des configurations, oui. Donc, nous disons bien la technique. Vous allez les traduire. D'accord. On les interprète, Oui. ça d'accord, mais l'interprétation est uniquement et surtout le rôle de l'astrologue. Oui. Alors moi, je m'intéresse beaucoup à la prévision, donc je m'intéresse à votre méthode. Oui. Ça ne débouche pas sur un graphique, votre travail. Enfin, vous arrivez à dessiner un peu ce profil de vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît au niveau visuel? Oui, on peut faire apparaître au niveau visuel, mais disons que le principal, moi je dis toujours que mon ordinateur principal, il est là-haut dans ma tête. Hein. Oui. Hein, il est dans ma matière grise. Non, mais le client, est-ce que lui, il voit quelque chose? Pas forcément. Oui. Pas forcément. Il voit son thème, il voit éventuellement un thème de révolution solaire ou mercurienne, d'accord, mais par rapport au reste, il ne voit pas les associations et les superpositions. Il ne visualise pas tout ça. Oui. Ça, de toute façon, il ne sait pas les visualiser, c'est moi qui le fais. Oui. Ça, c'est autre chose. Enfin, on pourrait imaginer, dans certains cas, un modèle qui serait accessible. Non, pas forcément, parce que de toute façon, là, le consultant a toujours la même réponse, c'est du chinois, j'y comprends rien. Ça dépend, si vous lui faites une sinusoïde ou une courbe ou un cycle, il va peut-être comprendre quand même. Non. En général, non. Non, en général, non. Non, il faut lui interpréter la technique, mais lui montrer la technique ne sert pas à grand-chose. Ça, je peux vous le dire de toute une carrière. D'accord. Hein. Alors, je m'intéresse toujours à cette question de la consultation. Qu'est-ce que c'est qu'une consultation qui se passe bien? Vous voulez dire qu'elle se passe toute bien. À quel moment vous êtes satisfaite de la consultation? Oui. Qu'est-ce qui permet de dire que ça s'est bien engagé, que ça va fonctionner? Est-ce qu'il y a des clients qui sont plus réceptifs que d'autres, qui sont plus coopératifs que d'autres? Oui, ça c'est vrai. Et qui font donc plus un effort pour comprendre ce qu'on leur dit et pour retrouver des éléments qui viennent confirmer ce que vous leur dites. L'effort, c'est moi qui le fais, hein, de toute façon, hein, c'est pas eux. Hein. Oui, mais enfin, il faut quand même qu'il faut que ça fasse écho dans leur mémoire. Oui, d'accord. S'ils ne font pas d'efforts, vous pouvez pas toucher complètement leur réalité personnelle. Il faut quand même qu'ils fassent un petit peu de chemin de leur côté. Oui, ça d'accord, en général, ça ils font très volontiers. Oui. Ça ils font très volontiers. Ils sont volontiers très réceptifs, disons, à l'interprétation du thème. On me dit par exemple, oui c'est juste, oui c'est bien ciblé, oui c'est exactement moi, oui on dirait que vous me connaissez depuis toujours, par exemple. Hein, ce sont des réactions que je connais tout à fait couramment et qui en fait confirment, si vous voulez, l'interprétation que je leur donne. Oui. Maintenant, quelquefois, évidemment, vous avez le consultant qui est muet, qui est méfiant, qui arrive un petit peu braqué, mais enfin, en général, à un moment donné, ça ne dure pas longtemps. Non. Ça ne dure pas longtemps, il est vite dégelé, si j'ose dire. C'est ça. Hein, et alors, il reconnaît le bien fondé
de tout ce que l'astrologue lui a expliqué, de toute l'interprétation, son thème, sa personnalité, son comportement, son caractère, et ils me disent oui, 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 c'est bien moi, c'est bien moi, c'est bien moi. Voilà. Alors justement, quelle est la... Bon, vous savez qu'un des grands problèmes qui revient toujours, c'est comment peut-on prouver l'astrologie ou la valider? Est-ce que c'est au niveau de la consultation qu'on peut véritablement démontrer l'astrologie, ou est-ce que c'est au niveau, à d'autres niveaux, au niveau statistique, au niveau théorique, au niveau des prévisions mondiales? Enfin, comment, à votre avis, à quel niveau et de quelle manière on peut faire apparaître la vérité de l'astrologie? Le bien fondé de l'astrologie, oui, il est évident que c'est dans la pratique, ça c'est clair. Ça c'est clair que c'est dans la pratique et dans la consultation, parce que sinon, d'après ce que je remarque depuis toujours, les gens en général n'ont pas de, comment vais-je dire, ils n'ont pas de preuves, si vous voulez, de l'astrologie. Oui. En elle-même, il est évident que ce qui transparaît dans le grand public et dans les médias, ce sont toujours les horoscopes. Les horoscopes, c'est tout le monde des personnes. Alors évidemment, ici, c'est un travail individuel, personnel, qui est ciblé pour eux et pour personne d'autre. Et il est évident que c'est à partir de ce moment-là que le bien fondé de l'astrologie se manifeste. Maintenant, il y a aussi les conférences. J'ai donné tout de même beaucoup, disons, de conférences. Oui, alors oui. Énormément, je ne sais plus les compter d'ailleurs. Oui, peut-être 200, peut-être. Oh, oui, certainement. Oui. Certainement. J'ai donné des conférences sur l'astrologie en elle-même. J'ai donné aussi beaucoup des conférences de mondiales. Ça, c'est ma grande spécialité. Oui. Voilà. Vous n'êtes pas uniquement une astrologue de cabinet. Pas uniquement, non. J'ai donné énormément de conférences sur des sujets divers, sur l'ascendant, sur le milieu du ciel, sur les 12 maisons, sur l'argent, comment on démontre l'argent, par exemple les finances dans un thème, sur le plan sentimental, ça va? Oui. Sur le plan affectif, par exemple, dans un thème, etc. Bon, il y a plein de sujets comme ça que l'on peut démontrer. Ça se passe toujours très très bien, je dois dire. Et puis, il y a les fameuses conférences de mondiales. Alors, les conférences de mondiales, évidemment, c'est avec le recul du temps qu'on s'aperçoit que, bon, la conférence mondiale avait de bonnes prévisions, que quelque part, par exemple. Voilà. Ce sont des preuves. Si vous Parce que la différence entre la conférence de mondiale, comme vous dites, et celle de cabinet, enfin la consultation, c'est que en mondial, vous savez à peu près, enfin, vous ne savez pas évidemment ce qui va arriver, mais enfin, vous connaissez les faits du moment. Les faits du futur. Et du moment aussi. Du futur. Enfin, du moment. Et puis la vie politique actuelle, enfin, vous avez des éléments. Alors que dans la consultation individuelle, vous ne connaissez rien. Enfin, en dehors de ce que vous savez par l'astrologie, vous n'avez pas de moyen de recoupement, sinon à travers ce que la personne veut bien vous dire. Et vous n'avez pas le même dossier. C'est-à-dire que pas du tout. dans un cas, vous pourriez connaître, je ne sais pas, si vous faites des prévisions sur la Belgique ou sur l'Europe, vous pouvez consulter des tas de documents là-dessus. J'ai de la documentation, j'en fais, d'ailleurs je m'en procure. Oui. J'ai d'ailleurs une documentation énorme parce que c'est une énorme, c'est une conférence qui est en général énorme à faire, qui me demande des semaines, disons, de travaux et de réflexion. Et alors là, si vous voulez, j'ai un fil conducteur auquel je tiens assez bien dans le mondial. Alors c'est quoi? C'est le fil historique. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis par exemple, supposons Pluton, qui est très difficile parce qu'on n'a tout de même pas suffisamment de recul, Pluton qui a un cycle total zodiacal de 250 ans, alors à ce moment-là, par exemple, pour faire la prévision plutonienne, je reprends le cycle de Pluton 250 ans en arrière, 500 ans en arrière, et même il m'est arrivé 750 ans en arrière exactement. Et je dois dire que ça donne des résultats époustouflants. Oui. Magnifiques, extraordinaires. Donc là, les gens comprennent. Ah oui, tout à fait. Voyez-vous, donc c'est ça. Les gens comprennent, tout à fait. on peut leur faire un graphique, ils comprennent. Oui, voilà. Par contre, quand il s'agit d'astrologie individuelle, ils n'ont pas droit à un dessin qui pourrait
ils n'ont pas la même... Ah, ils vont avoir l'impression que pour comprendre le monde, au fond, il peut y avoir des schémas relativement simples. Oui. Et pour comprendre leur cas personnel, c'est beaucoup plus compliqué. Bah, écoutez, là je m'excuse, je vous arrête un petit peu. La conférence mondiale ne sont pas des schémas très simples à décoder. C'est un travail énorme, c'est difficile. Oui. Et il faut pouvoir encore une fois l'interpréter. Et tout est encore une fois dans l'interprétation qu'on va en donner. Mais enfin, les gens vont suivre votre raisonnement et vont dire voilà, elle est en train d'étudier l'entrée de passage de telle planète dans tel signe, ou telle conjonction. Enfin, ils suivent. Et là, vous ne pouvez pas leur éviter des explications techniques. Il y a un peu d'explication technique parce que sinon c'est pas possible, il faut une base. Et la base est technique. Mais enfin, ils comprennent très bien, ils comprennent très bien. Oui, c'est pour ça que je disais peut-être qu'on pourrait aussi leur proposer des cycles, des choses relativement aussi accessibles lors de la consultation individuelle. C'est-à-dire que je le rends accessible en conférence. Je le rends accessible. Parce que tout le monde n'est pas astrologue de profession, c'est normal. Et les gens ont parfois des difficultés à comprendre, mais alors je me mets de l'autre côté, et je me dis si je me limite à telle interprétation, ils ne vont rien comprendre, donc j'explique alors à ce moment-là. Et dans la consultation, bon, il est évident qu'il y a aussi des choses que j'explique, que les personnes puissent comprendre leur consultation. J'essaye toujours de me placer de l'autre côté, et de me dire, si je me limite à la technique pure, ils ne vont pas comprendre l'interprétation. C'est-à-dire que la conférence, elle s'adresse à un groupe de gens, à un public, alors que la consultation, c'est une seule personne. Personnel, Donc là aussi, il y a une différence. Tout à fait. C'est que là, vous leur parlez de leur destin collectif, à la limite. De leur destin personnel. Non, mais dans le cadre de la conférence mondiale, c'est un peu le destin collectif. Oui, exactement. Voilà, donc il y a... Mais on a l'impression que ce sont deux plans de l'astrologie totalement différents en fin de compte. L'astrologie du collectif qui est fondée sur des choses que les gens connaissent, et puis d'un autre côté, l'astrologie individuelle où les informations, il n'y a que la personne elle-même qui les connaît, et encore, peut-être qu'elle ne s'en souvient pas. C'est-à-dire que notre destin personnel est tout de même inclus dans le collectif, ça il faut que oui, justement, je suis content de vous l'entendre dire. C'est ça les grandes questions. Hein. Donc il est évident qu'à un moment donné, on va retrouver dans l'individuel, on va retrouver la chaîne et la trame du collectif. C'est important. C'est très important. Donc c'est pour ça que je dois dire que l'astrologie mondiale est également une aide, enfin pour moi, je le considère comme tel. C'est très important et c'est très puissant, disons, comme aide, étant donné que ça peut aider aussi la consultation, c'est-à-dire le plan individuel. Et oui, je crois. Parce que c'est inclus dedans. Oui, absolument. C'est ce que je crois qu'effectivement, il y a des éléments de l'astrologie mondiale qui peuvent servir. Tout à fait. Ils ne sont pas très individualisés, mais on n'est pas que des individus. On est aussi des citoyens, des membres d'une société. Voilà, exactement. Donc on a un destin en commun. On le voit bien dans certaines circonstances, hein, que le destin est commun dans pas mal de domaines. Que ce soit les catastrophes naturelles, ou les épidémies, les guerres, les crises. Les crises, exactement, tout à fait d'accord. Donc là, la personne va être touchée, mais ça fait partie d'un ensemble de gens qui sont touchés. Exactement, tout à fait d'accord. Est-ce que ça va? Oui, tout va bien, seulement je voulais voir un petit peu. Oui, d'accord. Vous pouvez bouger un petit peu, vous pouvez vous prendre différents angles. Donc ça c'est un point. On va revenir à d'autres choses. Vous avez enseigné l'astrologie aussi? Oui, j'ai enseigné dans le contexte. Je voulais faire quelque chose, j'ai touché. Donc vous parlez de l'enseignement. Attendez, excusez-moi. Il y a quelque chose que je voulais ajouter pour la consultation qui est très important. Disons que je propose toujours, ça va? Je propose toujours l'enregistrement de la consultation sur cassette. Parce que c'est très important, le consultant par après, il peut réécouter, disons, sa consultation, parce qu'il est évident qu'elle dure à peu près 1h30 à 2 heures de temps, quelquefois même un peu plus que 2 heures.
Est-ce qu'il pourrait filmer même ou pas? Non. Cassette audio. Non, ça prend trop de temps. Voilà. Non, c'est pas du cinéma. Hein. Non. Non, mais par contre, la cassette, l'enregistrement, ça c'est C'est vous qui fournissez les cassettes ou Oui, c'est moi, je fournis. Vous enregistrez vous-même et vous fournissez la J'enregistre cassette? moi-même et je leur donne la cassette. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors ils peuvent réécouter parce qu'il est évident qu'il y a des gens qui arrivent avec un bloc-notes et qui me disent oui, mais ça prend du temps de noter. Je dis oui, vous pouvez noter, mais c'est pas absolument nécessaire. Il y a la cassette et vous avez la cassette quand vous partez de chez moi, il n'y a pas de problème. Ah, donc ça c'est très important. J'ai même des gens qui ont des bibliocassettes paraît-il. Voilà. Ils réécoutent au fur et à mesure des années qui viennent. Parce que les gens viennent et puis ils reviennent. Alors, je vais vous poser une question un peu plus précise. L'enseignement et aussi, surtout, comment on prépare les gens à devenir astrologues? Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui, non, c'est pas du tout la même chose. Oui, alors l'enseignement, disons que j'en ai fait un peu dans le contexte, dans le temps du Sébésia, lorsque c'était messieurs Brahi, encore à ce moment-là. Mais je dois dire que l'enseignement de l'astrologie, j'ai beaucoup essayé. Malheureusement, c'est pas évident du tout. Au début, les gens s'intéressent. Et puis la deuxième année, il y a beaucoup d'absentéisme. Et puis il y a beaucoup, éventuellement aussi, de rattrapage. Les gens me disent, j'ai pas pu venir, j'ai été malade, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mon travail, j'ai ma famille. Alors, est-ce qu'on peut rattraper les 2 dernières leçons? Donc, à ce moment-là, il faut prendre du temps en dehors du cours. Il faut essayer de leur donner un rattrapage, c'est pas évident du tout. Et puis, la 3e année, il n'y a plus personne. On commence avec 30 personnes et on en termine avec 2 ou 3. Alors, il est évident que c'est très, très difficile. Je dirais même que c'est très ingrat. Et que j'ai essayé plusieurs années durant, et puis je dois dire que j'ai quand même décroché. J'ai essayé aussi l'enseignement privé, disons, avec une personne, parce qu'on me l'a demandé. Éco privé. Oui. Éco privé. Leçons particulières. Leçons particulières. Alors là aussi, au début, ça va très bien, on accroche beaucoup. Et puis à un moment donné, on me dit oui, mais il faut travailler. Alors je dis oui, il faut travailler, ça c'est évident. Dans tout ce qui est enseignement, vous avez une partie du professeur qui vous enseigne, et puis il faut tout de même travailler le sujet. Ah oui, mais je n'ai pas le temps. Donc finalement, j'ai essayé plusieurs fois, personnes différentes évidemment, et je voudrais bien d'ailleurs trouver quelqu'un qui prend ma suite, comme mon professeur, M. Boris Pack, à qui je dois d'être astrologue. Ah oui, je l'ai connu, oui. Voilà. C'est lui qui m'a enseigné l'astrologie. Ah oui, j'avais oublié. C'est grâce à lui. Oui. Il fut un professeur absolument extraordinaire et merveilleux, que j'ai eu pendant 6 ans, et puis la 6e année, malheureusement, il est mort. Alors, je voudrais bien trouver ce que M. Pack a trouvé, c'est-à-dire quelqu'un qui prend ma suite, qui prend le flambeau. Oui. Jusqu'à présent, malheureusement, je n'ai pas trouvé. Voilà. Ah, mais justement, alors, voilà. Elisabeth Widmer, mais c'est quoi alors cette filiation? C'est quoi l'astrologie packienne ou widmerienne? Non, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Si vous parlez de succession ou de filiation, oui. Ça veut bien dire qu'il y a une façon particulière de pratiquer. Qu'est-ce qui vous a enseigné, M. Pack, finalement? M. Pack m'a enseigné l'astrologie. Oui, mais enfin, je veux dire, il y en a d'autres qui enseignent l'astrologie. Qu'est-ce qu'il y avait de si exceptionnel dans sa façon de faire? Ce qu'il y avait d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'il enseignait très bien, c'était un très bon professeur, oui. Il était très clair. Il avait aussi 40 ans d'expérience qu'il m'a communiqué. Oui. Et d'ailleurs, il me l'a dit. Il m'a dit, j'ai 40 ans, parce que je l'ai rencontré, il avait 70 ans, ou 70 en belge. Oui. Il avait donc 40 ans, disons, de pratique, et il m'a dit, je vous donne mes 40 ans de pratique. Oui, oui. Donc, évidemment, c'était un don absolument merveilleux et précieux, qui allait au-delà de la théorie. Ça, c'est très clair. Alors, c'est ça aussi que je voudrais bien pouvoir faire à un moment donné, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé l'oiseau rare. Mais alors, comment ça se passerait si vous aviez trouvé cette personne? Qu'est-ce que vous lui transmettriez, justement? Je lui transmettrais non seulement la théorie, mais tout ce que je connais aussi. Mais comment ça se transmet, ces choses-là? Ça se transmet de façon orale, ça c'est oui.
Ça se transmet oralement. Ce serait des conseils, l'expérience. L'expérience. Oui, l'expérience. L'expérience ne se met pas sur papier dans un bouquin, oui. dans un traité. L'expérience, ça se transmet comme M. Pack l'a fait. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelques conseils, Marc, si, bon, qui viendraient oui. au premier abord déjà, ou des choses sur lesquelles on reviendrait constamment, des conseils? Est-ce que vous pourriez donner quelques conseils aux futurs astrologues, ou des choses à éviter? Je ne sais pas, est-ce que vous le feriez normalement? C'est ça l'expérience. Si j'avais quelqu'un qui prend ma suite, oui, très volontiers, mais bon, ça doit se faire au fur et à mesure, de façon spontanée. Hein. Oui, on ne peut pas cadrer ni cibler ça. Oui. Vous savez, l'astrologie, c'est très complexe, vous le savez très bien, vous le savez vous-même quand même, hein, mais ce n'est pas une équation invariable. Hein, c'est une science humaine, ce n'est pas une science exacte. Hein, les sciences exactes obéissent à des formules. Ici, je dois dire qu'il n'y a pas vraiment, disons, de formule invariable. Hein, tout se tient avec tout. Et tout est interprété avec tout. Donc, de toute façon, l'interprétation est quelque chose d'évidemment extrêmement délicat, ça c'est évident. Oui, alors, mais justement, alors, parce que vous dites cela, quelle est la définition que vous donneriez de l'astrologie? Qu'est-ce qu'elle étudie et comment elle le fait? Qu'est-ce qui la caractérise, l'astrologie, en tant que discipline? Bien que c'est une science humaine. Oui, mais enfin, je veux dire, qu'est-ce qui est, en tant que science humaine, qu'est-ce qu'elle a de singulier? Singulier qu'elle est humaine, qu'elle s'adresse à l'être humain, et que de toute façon, que l'être humain n'est pas un être invariable, et qu'il faut se méfier de toutes les formules acquises qui veulent dire que ça c'est bon et que ça c'est mauvais. Donc là, de toute façon, il faut moduler en fonction des autres configurations pour savoir si c'est vraiment bon ou si c'est vraiment négatif. C'est quelque chose de très complexe. On ne peut pas l'expliquer comme ça. Vous ne pensez pas que parfois on attend trop de l'astrologie aussi? Ça dépend des personnes. Alors là, parce que vous comprenez, quand on dit une science qui n'est pas exacte, si on en attend trop, aucune science n'est exacte, n'est-ce pas? Aucune science n'est exacte. Si on va trop loin dans ce qu'on attend d'elle, si on pense que... Oui, ça tout à fait d'accord, mais alors là, il faut être vigilante, étant donné qu'effectivement, on ne peut pas tout attendre de quiconque d'ailleurs. Oui. De quiconque. Hein, que ce soit un médecin, un avocat ou un astrologue, on ne peut pas tout attendre. À un moment donné, comme je dis toujours, tout a ses limites, et il y a toujours une limite quelque part. C'est ce que j'appelle le fil rouge à ne pas dépasser. Justement, parce qu'on a l'impression que, parce qu'aucune science, même la physique n'est pas exacte. Si on pousse jusqu'au bout, on ne sait pas, par exemple, comment une voiture, pourquoi une voiture est entrée dans un arbre. Il y a des éléments physiques, mais enfin, il y a d'autres éléments qui ont interféré. Alors on ne va pas dire que les lois de la physique sont remises en question parce qu'il s'est passé ceci ou cela. Non, mais il faudrait peut-être que l'astrologie aussi connaisse ses limites. Ah mais tout à fait d'accord. Il y a des limites. D'ailleurs, à un moment donné, dans une consultation, j'ai souvent expliqué, parce qu'il ne faut pas opposer, il faut expliquer, qu'il y a toujours une limite à tout et que de toute façon, à un moment donné, on ne sait pas aller plus loin. Oui. C'est pas possible. Donc à ce moment-là, il peut y avoir plusieurs solutions, les choses peuvent évoluer de façon diverse. Bah, tout simplement, on arrête à un moment donné. Oui. Puisqu'on ne peut pas aller plus loin, donc on arrête. Donc il y a pas de oui, mais si on arrête, ça veut dire qu'après, au-delà d'un certain point, il y a plusieurs solutions qui pourraient arriver. On ne sait pas laquelle. Si vous dites que vous arrêtez, ça veut dire que vous laissez le champ libre au-delà, donc vous ne pouvez pas préciser au-delà d'un certain seuil comment les choses vont se terminer. Ce n'est pas vraiment un champ libre, c'est un champ que j'appellerais plutôt limité. Mais enfin, il y a un moment donné où on ne sait plus très bien ce qui va se passer. Il y a un moment donné où il faut s'arrêter, où on n'a plus de prévision possible, c'est tout simple. Et ça dépendra d'autres éléments. Ça dépend d'autres éléments extérieurs que l'on n'a pas. Voilà, c'est ça. Que l'on n'a pas. Oui, que l'on n'a pas. Ça, c'est tout à fait évident. Et oui. C'est évident. C'est ça la question. Souvent, on se heurte à ce problème. C'est vrai que c'est à la fois, quand on veut prouver l'astrologie, on est quand même à un moment donné tributaire d'autres paramètres. On est toujours limité à un moment donné. Et donc à ce moment-là, on peut vous reprocher
de ne pas aller jusqu'au bout de votre prévision. Non, généralement, on ne le reproche pas, les gens comprennent. Oui, c'est ça. Non, ils comprennent très bien. Je leur dis, écoutez, là, il faut s'arrêter, parce qu'on ne sait plus à un moment donné aller plus loin que la limite en question. Oui, c'est ça. De toute manière. Oui. Hein. Mais ça, les gens comprennent très bien en général, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à se faire. Là, hein. Et donc, effectivement, vous pensez que tous vos résultats que vous obtenez, vous les obtenez uniquement par l'astrologie, ou est-ce que justement vous avez d'autres intuitions ou d'autres informations qui viennent, ne serait-ce qu'en tout cas que la personne que vous avez en face de vous, ça vous informe quand même un peu sa façon de fonctionner, son apparence, oui, mais attention, comment elle parle. Non, là je vous arrête. Donc c'est pour vous montrer. De toute façon, disons que mon interprétation et mes prévisions sont uniquement astrologiques. Je dis toujours, j'ai le thème devant moi, et c'est le thème qui m'informe et qui me guide. Vous ne tenez pas compte de la personne qui est en face de vous, en fait. Ça ne veut pas dire ça. Oui. Non, c'est pas la même chose. Non, ça n'est pas la même chose, mais je ne base pas mon interprétation sur la personne, sinon c'est faux. Oui. Ça ne va pas. D'accord. Maintenant que la personne, à un moment donné, comme je dis, rentre dans sa consultation et donne des informations plus précises, parce qu'elle en veut elle-même des informations plus précises, ça c'est autre chose. Mais je ne me base pas là-dessus pour l'interprétation. Et attention, je ne suis pas voyante du tout. Du tout. Attention. Attention. Oui, ça c'est tout à fait différent. Oui. C'est autre chose. La voyance, je n'ai rien contre. Il y a des voyants qui sont très bien. Mais je ne suis absolument pas voyante du tout. Je suis uniquement et seulement astrologue. Et donc, mon outil de travail, c'est toujours le thème et rien que le thème, de toute façon. Maintenant, rien n'empêche la personne, comme je dis tout de suite, de rentrer dans sa consultation, de donner des précisions qui me permettent, moi, d'aller plus loin, mais par rapport au thème. Oui. Mais pas par rapport à une idée quelconque. Pas par rapport à une intuition. C'est basé sur quelque chose de concret. Hein. Voilà. Okay. Alors on va passer à un autre aspect, c'est-à-dire que on va faire une petite parenthèse au niveau justement de l'astrologie belge. Est-ce qu'il y a une astrologie belge? Est-ce quels ont été ces moments et ces personnages les plus marquants, à votre avis? Oui, les personnages les plus marquants, pour moi, étant donné ma carrière, malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Hein. Oui, mais on peut quand même évoquer leurs souvenirs. Oui, si vous voulez, oui. Il y a eu M. Pâques qui a été mon professeur, il y a M. Brailly qui était un porte-flambeau de l'astrologie durant une vie entière, durant certainement au moins 50 à 60 ans. Je les ai tous très très bien connus. Il y a eu M. Antares pour lequel je veux beaucoup de respect et d'admiration également. Ce sont ces trois astrologues belges que j'ai appelés mes pères. Père, P-A-I-R-S, hein, on se comprend bien. Ça c'est évident que c'était une époque très, si vous voulez, flamboyante, oui, très, où disons que l'astrologie était à ce moment-là groupée et pas séparée. Et j'ai appris beaucoup de leur part, j'ai été un peu leur porte-drapeau par la suite d'ailleurs. Également. Je leur dois beaucoup, je les estime beaucoup, ils sont toujours très vivants dans mon souvenir, mais comme on dit, bon, Dieu les a repris, ils sont pour l'instant dans les étoiles. Voilà. Ah oui, vous pensez qu'ils sont dans les étoiles? Oui, absolument. D'accord. Absolument, j'y crois dur comme fer. Mais alors, ils sont peut-être toujours vivants d'une autre façon. Oui, sur un autre plan. Bien sûr, oui. Mais pour moi, ils sont toujours vivants, ça, de toute manière, hein, de toute façon. Et ils sont toujours, pour moi, une référence. Ça, c'est aussi très important, quand même, malgré tout. Et vous êtes intéressé quand même aussi à ce qui se passait en France, je suppose? Oui, toujours. Oui, toujours. Oui. Ah oui, la France est très proche de la Belgique, hein. On dit toujours que quand on éternue en France, on s'enrhume en Belgique. Ah oui, on dit aussi comme ça, oui, d'accord. On dit toujours ça.
Oui. Alors, c'est vrai, disons, et puis moi je suis d'origine française, hein, je suis Ah à oui, Paris. d'accord, j'avais Je suis oublié. née à Paris de mère française, Oui. donc j'ai beaucoup de racines, d'affinités avec la France. Ça, c'est tout à fait évident, je ne saurais pas m'en passer. Bien que vous n'alliez pas très souvent à Paris. J'ai été, oui, à une époque où j'étais tous les mois, j'étais tout le temps, j'ai donné des conférences, des réunions, etc. Enfin, c'était une autre époque, puisque, bon, astrologue depuis 1970, ça fait longtemps, et disons qu'il y a des époques comme ça dans la vie, vous voyez, il y a des époques. Oui, ben ça c'était. D'ailleurs, justement, à ce propos, est-ce que vous pensez que vous arrivez, sans vouloir être indiscret, vous comprenez un peu comment votre vie s'est déroulée en rapport avec vos astralités ou bien ça ne vous intéresse pas spécialement? Attendez, là je ne situe pas très bien ce que vous C'est-à-dire, est-ce que vous expliquez est-ce que l'astrologie vous aide à comprendre votre propre destin ou votre propre vie? Ah bon, oui, c'est la moindre des choses. Oui, mais... Sinon, ce serait un peu bizarre. Oui, mais... Hein? C'est un peu comme si vous demandiez à un médecin s'il connaît la médecine et s'il peut suivre son évolution médicale. Ben, vous savez, la médecine, on ne peut pas s'en passer. L'astrologie, voilà. on peut s'en passer. Oui, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aide beaucoup. Et de toute façon, c'est toujours une aide extrêmement précieuse. Mais justement, c'est un sujet aussi qu'on aborde beaucoup actuellement. Enfin, est-ce que l'astrologie, est-ce qu'il y a des groupes de gens qui vivent selon l'astrologie? On a l'impression que c'est plutôt... Je ne sais pas. Donc, par exemple, on imagine mal... L'autre jour, je parlais avec monsieur Panicci, oui, que je dois avoir tout à l'heure, justement. Oui, oui. Et il me disait qu'au Cébésia, aujourd'hui, les gens essayent d'avoir une sorte de conscience collective de leur association. Ils essayent de comprendre certaines choses qui arrivent entre eux. Parce que bon, c'est vrai que c'est intéressant de recevoir des personnes chez vous, etc. Mais ce serait aussi, c'est quand même assez rare et c'est dommage qu'il n'y ait pas des groupes de gens qui essayent de vivre en se fiant à l'astrologie comme mode comme modus operandi. Oui, c'est ça, qui vivent, qui gèrent leurs relations, qui gèrent leur vie, leur agenda, leurs évolutions, leurs décisions, en se servant de l'astrologie. C'est ce qu'on fait, personnellement. Oui, mais au niveau des... Non, parce qu'il y a quand même des associations astrologiques, comme vous l'ignorez pas. Et donc ces associations, on se pose la question de savoir si les gens qui font partie d'une même association astrologique, est-ce qu'ils se servent de l'astrologie pour vivre ensemble? Bon, là, je vais vous répondre tout à fait différemment. Je me suis, il y a déjà pas mal d'années, dissocié des groupes. Je dois dire que je n'ai plus tellement envie, d'ailleurs, de faire partie de groupements astrologiques. Disons que ce modus operandi fait plutôt pour moi partie du passé. Oui. Je n'ai pas apprécié dans le passé, malheureusement je dois le dire, je n'ai pas apprécié souvent ce qui se passe à l'intérieur des groupes, des petites histoires sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, je ne veux pas rentrer là-dedans, des petites histoires, disons, que j'appelle d'arrière-cuisine, et puis ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai pris mes distances et je tiens à les garder. C'est tout. Oui, mais on revient un peu à ce que vous disiez sur l'astrologie collective, mondiale, etc. Quels sont les... J'aimerais bien que vous nous parliez de... Quels sont les événements qui peuvent arriver à une société? C'est pas une question peut-être un peu idiote. C'est-à-dire qu'une société, si on vous demande l'astrologie, qu'est-ce qu'elle peut voir comme type de situation? Est-ce qu'il y a des cycles? Est-ce qu'il y a des rythmes par lesquels il faut passer? Est-ce qu'il y a des phases? Et ces phases, c'est quoi? Ça correspond à quel genre de situation? Quel genre de changement? Oui, là, ça redevient presque de faire une conférence pour finir. C'est encyclopédique comme question et comme réponse. Oui, je vais prendre l'exemple très simple. Vous savez, bon, on n'en a peut-être pas parlé en Belgique, mais actuellement, il y a un changement au niveau du présentateur de télévision, le PDA. Voilà, qui serait remplacé par
Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, oui. Bon, alors, est-ce que pour vous, c'est un événement qui est astrologiquement significatif? Non, pas spécialement. Voilà, donc c'est une question que je vous pose. Alors, si ça n'est pas un événement significatif, qu'est-ce que c'est qu'un événement astrologiquement significatif? Quel genre? Pouvez-vous donner des exemples de trucs en disant, voilà, ça vraiment, on a l'impression que l'astrologie doit avoir quelque chose à faire avec ça? Oui, là, l'éviction de PPD1, moi personnellement, je n'ai ni regret ni joie. Disons que ça ne me concerne pas personnellement. Non, mais le fait qu'on remplace quelqu'un par une autre personne, c'est peut-être pas complètement sans intérêt pour l'astrologie. Quel genre d'événement, excusez-moi de vous pousser un peu dans vos retranchements, mais quel genre d'événements sont plus susceptibles d'être compris par une grille ou par une approche astrologique que d'autres? Alors vous me direz, il y a les guerres, je ne sais pas, il y a quel genre d'événement, quel type d'événement doit être au centre de la recherche astrologique mondiale notamment? Bon, bah écoutez, je peux vous donner un exemple vécu, je peux vous en donner pas mal, mais Oui. enfin bon, ça nous mènerait jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Oui. Je peux vous donner par exemple un événement en point de vue mondial. À un moment donné, attendez, nous étions donc en 1990, ça va? Oui, allez-y. Non, nous étions en 2001, pardon. Ah oui. Nous étions en 2001, si je ne me trompe pas, attention, parce que finalement j'ai donné tellement de conférences. Et je sais que pour l'année qui venait, j'avais expliqué des configurations très spéciales, alors à ce moment-là, qui étaient notamment Pluton en Sagittaire, conjoint à Mars en Sagittaire, opposé à Saturne en Gémeaux, dans l'axe 3-9, donc l'axe des contacts, des communications, des voyages notamment. Et cette configuration, cette opposition a duré pendant des mois et des mois. Pluton est très lent, comme vous le savez, Saturne est lent également, mais aussi. Et cette opposition s'est formée, déformée, reformée pendant des mois et des mois et des mois, de toute l'année pratiquement en question. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, dans le futur, puisque bon, ce sont des prévisions, donc il fallait faire un avant, et j'ai dit, moi, avec des configurations comme ça, je ne prendrai surtout pas l'avion. Je ne prendrai pas l'avion et je ne voyagerai pas, surtout au moment où ces configurations sont réactivées, si vous voulez, soit par Mars, soit par le Soleil, soit par Saturne, par exemple. Eh bien, nous étions quelques mois après, à environ 9 mois, c'était en septembre, et nous étions à l'attentat des Twin Towers. Oui, voilà. Voilà. Bon, je peux vous citer un exemple comme ça, il y en a d'autres, mais alors, il y a beaucoup de pellicules alors, à ce moment-là. Mais comment vous définiriez ce genre d'événement, ce type d'événement, justement? Si on vous disait, bon, vous dites, vous nous donnez l'exemple de cet attentat, mais c'est à quelle catégorie d'événements astrologiques appartient cet attentat? À la guerre. C'est ce que j'avais dit, c'est une configuration de guerre. Oui. Moi, j'avais identifié cette configuration comme une configuration de guerre. Mais, excusez-moi. Et d'ailleurs, la guerre en Irak a suivi. Et en Afghanistan Et en Afghanistan et en Irak, exactement, également. Bon. Alors, effectivement, c'était bel et bien une configuration de guerre. Bon, c'est un exemple, je peux en faire deux. Alors, on va essayer de revenir sur cet exemple. On peut imaginer, Madame Wittmer, que ces gens-là qui voulaient faire ce qu'ils ont fait auraient pu ne pas réussir. Une éventualité, hein. Je veux dire, c'est quand même ils auraient pu être interceptés par les défenses américaines ou par le CIA. Oui, Donc l'événement, vous disiez tout à l'heure, il faut savoir s'arrêter. L'événement aurait pu ne pas prendre une telle dimension. Imaginez par exemple qu'on vous dirait, bon, ben, effectivement, il y a eu des gens qui se sont emparés d'un avion, et puis on les a abattus sur New York, etc. Mais il n'y aurait pas eu le même
le même impact. Hein. Voilà. L'événement aurait eu lieu, enfin un certain type d'événement aurait eu lieu, mais l'impact lui-même, de même que si on prend l'histoire de Kennedy, bon, on ne peut pas dire qu'il allait être tué. On pouvait dire qu'il allait, il faut revenir en arrière. Ou bien il était tué, ou bien il y avait au minimum un attentat contre lui. Mais il est évident qu'entre les deux, c'est pas pareil. Parce que s'il est tué, oui, ça, pas étudié la question. Non mais je veux dire, non mais sur le principe, il y a, les choses peuvent se faire et à un moment donné, elles vont jusqu'au bout ou pas jusqu'au bout. Oui, d'accord. Et à ce moment-là, quand elles vont pas jusqu'au bout, elles n'ont pas l'impact qu'elles auraient eu si elles allaient jusqu'au bout. Et donc là, il y a un problème d'intensité de l'événement, du type d'événement. C'est pour ça que je dis, est-ce que ce qui est important, c'est l'intensité de l'événement, peut-être la gravité de l'événement, ou si c'est le type de situation ou d'événement plutôt que son intensité, étant donné que l'événement peut avoir, un certain processus peut avoir lieu, mais pas forcément avec un impact comparable. C'est-à-dire que là, l'événement, à mon avis, était important, sinon je ne l'aurais pas cité comme tel. Donc il était important, ça veut dire qu'il devait avoir lieu. Il devait avoir lieu sous la forme qu'il a eue. Sur la forme qu'il a eue. Oui, donc là, ça va loin. Oui. Mais il faut dire aussi que la configuration a duré longtemps, donc l'intensité dans le temps était évidemment très importante. Cette configuration a duré des mois. Donc si elle a duré des mois... Attendez, excusez-moi. Oui, je vous écoute. Oui. Si la configuration n'avait duré que 8 ou 15 jours, je ne pense pas qu'on pouvait lui accorder autant d'importance. Tandis que là, c'est une configuration là je vous parle de mémoire, bien entendu, on se comprend. Oui. Là, cette configuration a duré des mois et des mois et des mois. Pendant des mois, cette configuration s'est faite et défaite et refaite et refaite et refaite tout le temps. Donc rétrograde et pas rétrograde, etc. pour rentrer dans la technique. Et il est évident qu'avec une configuration pareille, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Mais ça aurait pu se passer à notre moment. Parce que comme vous dites, si elle a duré longtemps, elle a duré très longtemps. C'est-à-dire qu'il y avait une période où ça pouvait avoir lieu, mais ce n'est pas forcément ce jour de septembre 2001. Ce n'était pas forcément le mois de septembre 2001, non, là c'est pas possible à cibler. Voilà. Ça c'est mon point de vue. Oui, non, mais justement. Pas possible, disons, d'aller cibler à ce point-là. Donc on ne peut pas toujours cibler. C'est ce que j'appelle la limite. Oui. Voilà. On y retourne, vous voyez. Oui. On retourne quelque part, à un moment donné, à la fameuse limite en question. Savoir exactement le jour J, c'est pas possible. Là, c'est trop complexe. Disons qu'on peut citer des périodes où cette configuration était plus dangereuse qu'une autre, qu'à un autre moment. Et puis, il est évident qu'on pouvait également se dire que ça pouvait déclencher une guerre. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ça, c'est une déclaration de guerre, mais où va-t-elle se passer? Là, je n'en sais rien non plus. Oui. Et je l'ai dit. Oui. Voilà. Donc ça, on revient aux limites en question. Mais néanmoins, guerre il y a eu. Mais enfin, s'il n'y avait pas eu, si les avions n'avaient pas percuté véritablement et provoqué des milliers de morts, est-ce qu'il y aurait eu une guerre? Et on ne peut pas faire le contraire de l'opposé, ça c'est pas possible. Non, parce qu'il aurait pu y avoir alors donc finalement, la guerre aurait eu... Alors donc, est-ce que ça veut dire que la guerre aurait eu lieu, même s'il n'y avait pas eu l'événement des deux tours? Non, ça je ne veux pas dire, parce que là on rentre dans le contraire de l'opposé. Non, il ne faut pas compliquer les choses. La guerre a eu lieu parce qu'elle devait avoir lieu, et parce que la configuration en question exprimait, vu son intensité, son importance et sa longueur dans le temps, elle exprimait une guerre, c'est tout, point final. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait un facteur avion qui était déterminant pour le déclenchement de cette guerre? J'ai dit je ne prendrai pas l'avion cette année-là. Voilà, c'est donc apparemment... C'était tout de même dans des signes aériens. C'est la guerre de l'avion, c'est la guerre de l'avion en fait. C'est la guerre par l'avion ou de l'avion. Comme il y a eu la guerre de Sarajevo, c'est la guerre de la... Moi j'ai dit en clair à la conférence, je ne prendrai pas l'avion durant toute cette période-là. Oui. Bon, maintenant, où est-ce que je pouvais prendre l'avion pour Nice? Est-ce que je pouvais prendre l'avion pour New York? Ça, j'en sais rien. Oui. On retourne à la fameuse limite. Oui, d'accord. Voilà. Je suis content d'entendre, effectivement. Ok, d'accord. Ok. Et, voilà, donc,
Ben, ça nous fait déjà pas mal de choses. Oui, tout ça, hein. est-ce que oui, alors on peut éventuellement s'arrêter ou reprendre un peu comme plus tard. vous voulez, c'est vous qui De toute décidez. façon, il faut changer de bande là bientôt, je crois. Que Il y avait encore 7 minutes. oui. Là. Je voulais vous interroger sur un autre aspect qui est votre sentiment justement sur cette tradition astrologique, c'est-à-dire d'où ça vient, d'où ça sort, comment ça nous a été transmis, est-ce que c'est fiable, comment est-ce qu'on en est arrivé où on en est arrivé, ces questions. On peut faire on va changer de cassette de toute façon. Oui, écoutez, là, Donc on va laisser Madame réfléchir. c'est une longue histoire, là, vous Oui, savez, enfin, attention, hein. C'est ce que je veux faire. Oui, il y a des C'est ce choses que je veux faire. passionnantes maintenant. J'ai trouvé ce que je veux depuis... Attends, Eva, attends. J'ai trouvé ce que je veux depuis hier. Attendez, vous mettez la pause là. Hein? Qui apparaît à ce moment-là. Oui, vous me parliez de votre travail, là. Oui, mais je vous avais posé une question préalable, mais peut-être qu'on va pouvoir organiser tout ça. Vous savez quand même que les astrologues, tout à l'heure on parlait de l'apport de l'astrologie contemporaine, elle existe. Enfin, qu'est-ce que c'est l'astrologie contemporaine? C'est quand même un petit peu, elle a intégré pas mal d'éléments. Comment vous avez une idée de ce qu'a été l'astrologie du XXe siècle, puisque maintenant on est au XXIe On siècle. est au 21e. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Est-ce que c'est enrichi? Est-ce qu'elle s'est Oui. mieux organisé sa tradition? Enfin, je ne sais pas comment est-ce que... Oui, vous avez l'astrologie de tradition, mais de tradition, elle est toujours, si on veut aller par là, mais plus éventuellement, enfin, c'est pas éventuellement, c'est plus les connaissances scientifiques et modernes que l'on a maintenant. On a découvert des planètes, on a découvert Uranus dans les années 30. Oui, ça, effectivement, ils l'ont etc. intégré, oui, c'est Ils sûr. l'ont intégré, on a découvert Neptune, Pluton, tout ça on a intégré, alors les astéroïdes, etc., etc. Donc il est évident qu'on a à la base une astrologie de tradition, et puis au-delà, si vous voulez, de cette tradition, il est bien entendu qu'on s'est modernisé et que l'on a maintenant des notions scientifiques qui sont venues apporter beaucoup d'ailleurs aux notions traditionnelles. Donc je dirais, pour employer l'expression connue d'ailleurs, qu'on a une astrologie de tradition et moderne à la fois. Voilà. Oui, d'accord, Voilà. très bien, oui. Comme ça. Mais donc cette astrologie de tradition, elle s'est transmise justement Elle s'est pendant des transmise, siècles. oui. Et à qui on la doit cette astrologie Oui, mais là, vous remontez à la nuit des temps. Oui, c'est ça, alors, c'est la là, nuit vous remontez à la nuit des temps et vous remontez, alors à ce moment-là, bon, il y a des livres là-dessus, vous savez, il y a des livres entiers sur l'historique de l'astrologie, ça c'est très long, disons, à expliquer. Il y a la mythologie, il y a le symbolisme. Oui, il y a eu ça entre parenthèses, mais enfin, il n'y a pas que ça. Il y a des écrits, bien entendu, mais il y a surtout la tradition orale au départ, de toute façon. Ah oui, vous attachez beaucoup d'importance à La tradition orale. Ben, j'attache pas beaucoup d'importance, c'est historique, c'est tout. Oui, enfin la tradition C'est orale, on la historique, connaît hein. comment la tradition orale? Par l'oralité, comme Oui. le terme le dit. Hein. Oui. Et puis, de toute façon, il y a des écrits également que l'on connaît, qui ont été décryptés, qui viennent aussi des anciens, si on veut aller par là. Mais enfin, tout ça, c'est une très 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 longue histoire, c'est une réponse qui devrait être encyclopédique, sur laquelle il faudrait faire au moins une conférence de 4 heures, si on veut aller par là, ça c'est très long, hein, de toute façon. Oui, l'astrologie, c'est quand même... je veux dire, bon, est-ce qu'on a un devoir d'inventaire sur cette tradition? Est-ce qu'il y a à prendre ou à laisser, ou est-ce qu'il faut tout prendre? Vous savez que une question qui se pose, il y a des choses, au nom de la modernité, vous avez parlé tout à l'heure de modernité, au nom de la modernité on a intégré certains éléments, mais on peut aussi, par exemple, être tenté de s'en délester de certains autres, enfin, je ne sais pas. On a l'impression que l'astrologie c'est plutôt un processus d'accumulation plutôt que d'évacuation, si on peut dire. C'est plus facile de rajouter quelque chose que de l'enlever. Est-ce qu'il y a des choses dans la tradition astrologique, par exemple, que vous n'utilisez pas, ou plus?
depuis que vous commencez là. Est-ce qu'en cours de route, là, sur 40 ans, quand même, parce que vous avez dû apprendre l'astrologie avant même de la pratiquer professionnellement, je suppose. Donc, oui, mais moi j'ai déjà connu une astrologie qui était déjà moderne, qui employait déjà les pieds d'Uranus-Pluton, par oui, exemple. Mais elle l'était déjà. Oui, sur ce point, mais est-ce que vous pouvez faire un bilan, Madame Widmer, de ce qui s'est passé dans votre tête, dans votre astrologie, au cours de cette longue carrière? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont apparues, d'autres choses qui sont disparues ou qui sont moins importantes? Est-ce que vous travaillez de la même manière aujourd'hui? C'est très long comme réponse. Hein. C'est ce que j'appelle la question qui appelle la réponse encyclopédique. Hein. Il y a peut-être des choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie astrologique? Hein. Oui, d'accord. C'est très long. Très long. Est-ce qu'il n'y a pas des choses disons que pour moi personnellement dans ma carrière, ce qui m'est apparu évidemment, c'est ce que j'appelle les pièges. Oui. Parce qu'il est évident que, comme je vous le disais tout à l'heure d'ailleurs, l'astrologie ce n'est pas une équation invariable, c'est une science humaine. Et donc, il y a toutes les difficultés de la science humaine, évidemment. Oui. Il y a toutes les difficultés que peut apporter, disons, un thème par rapport à un autre thème, si on veut aller par là. Et des configurations qui peuvent être semblables et différentes en même temps. C'est très complexe. Alors, ce qui, moi, m'a apparu le plus, si vous voulez, ce sont les pièges, comme je les appelle. Les pièges, oui. Oui, les pièges. D'accord. Oui, voilà. Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça tient aux configurations. Parce que, par exemple, dans des traités ou dans des cours, on vous dit éventuellement, par exemple, qu'un carré Soleil-Saturne, c'est mauvais, ou c'est négatif, ou c'est restrictif, d'accord. Mais il y a aussi que ce côté négatif peut être cultivé de façon positive d'abord, et puis ensuite il faut voir les configurations par rapport au Soleil et par rapport à Saturne. Parce qu'à ce moment-là, le carré Soleil-Saturne peut ne pas s'annuler, non, mais il peut se transformer par rapport à d'autres configurations par rapport à Saturne. Si vous avez un bel aspect de ce Saturne avec Jupiter, si vous avez un bon aspect du Soleil par rapport à Mars, disons que ce carré négatif devient constructif. Et c'est là qu'il faut faire évidemment extrêmement attention. Sinon, et ça, oui. Vous n'avez pratiquement dans aucun traité. Oui, donc ça, vous l'appelleriez comment, ce type de piège? C'est le... Le piège de l'interprétation, disons les choses assez élégamment, il y a le piège des interprétations qui sont trop académiques, oui, et qui à ce moment-là sont trop limitées. Hein, bon, alors il y a des claviers de base, je suis tout à fait d'accord, mais au-delà de ces claviers, il faut faire drôlement attention à l'interprétation. Et d'où je dis qu'il y a des pièges, évidemment, bien entendu. Bon, mais c'est très long à développer. Hein. Oui, non, mais on a quand même des auditeurs qui sont assez pointus. Je pourrais en faire un livre, hein, oui, c'est bien le cas de le dire. Votre livre. Donc voilà, hein, il faut en faire un bouquin. Hein. Peut-être garder des idées pour vous, bien sûr. Voilà, exactement. Mais, je ne sais pas, moi, par exemple, je pense à Brahe qui avait introduit, il a eu quelques idées originales. Oui, pour la bourse. Pour la bourse, pour les, oui. Ce qu'il appelle les cycles. Les cycles, et puis il utilisait certaines notions et pas d'autres. Enfin bon, il avait... Vous pensez qu'on peut, voilà, disons, est-ce que vous pensez qu'on peut encore innover en astrologie, et comment? Quelles sont les voies de l'innovation astrologique? Les pièges dont je vous parle, ça c'est un fait certain, ça c'est tout à fait évident. Mais en même temps, si vous me parlez des prévisions boursières de M. Brahe, mais la bourse a aussi tellement évolué et tellement changé, je ne sais pas, je ne suis pas boursière, hein, je ne suis pas boursicoteuse. Oui, c'est les déclinaisons, il appelait ça les parallèles de déclinaison. Oui, il y a les parallèles de déclinaison, ça c'est toujours valable, mais dans n'importe quel domaine. Oui. Les parallèles de déclinaison, pas seulement dans la bourse.
hein, mais la bourse a tellement évolué depuis des années que Braille a pratiqué. Je ne sais pas si le livre maintenant est encore à la pointe. Oui. Je ne sais pas, je ne connais pas, je connais pas le sujet. Non, mais je voulais dire... C'est trop spécial. Non, mais je veux dire, est-ce que... bon, par exemple, prenons la question des domiciles des Il ne faut planètes. peut-être pas aller chercher trop loin non plus par moment quand même, Oui. de toute façon. Hein. Mais... Bon, les domiciles, ça vous avez toujours, les maisons, vous avez toujours, l'ascendant, le milieu du ciel, vous avez toujours, etc. Bon, on ne sait pas changer les bases, hein. oui, c'est ça, vous avez cette notion des bases. Les bases. Les bases, ça ne... Ah, les bases sont intangibles, Oui. on ne peut pas commencer à bouger les bases. Ah oui. On ne pas la pyramide, hein. Ah oui, autrement... Autrement, tout s'écroule, on ne sait plus où Ah on oui, est, d'accord, hein. oui. Ah, ça, c'est Mais évident. écoutez, ça, oui, non, moi je suis plutôt quelqu'un qui fait bouger les bases, quoi, en ce qui me concerne. Et pas trop. Pas Ben trop, écoutez, pas trop. alors, je vais pas vous donner Alors de partie. expliquez-moi comment vous faites. Non, mais je vais quand même pour voir un peu comment vous réagissez, si vous voulez, mais... non, effectivement... les bases, il faut les garder quand même, disons, de Oui. toute façon. Hein. Quand on s'écarte des bases, on ne sait plus où on est. Oui, non, c'est intéressant, cette... Voilà, alors, je vais refixer votre... voilà, donc, on était en train de discuter avec Madame Villemer de la possibilité de remettre en question les bases. Oui, Vous c'est disiez, ça. ne touchez pas à nos bases. Voilà. Ne touchez pas aux bases, les maisons, les domiciles, les aspects, Voilà, c'est ça, les oui. signes, les planètes, tout ça, c'est basique. c'est basique. C'est Après, basique. voilà. Bon. Voilà. Et moi, je disais que... alors vous me disiez, ouais, et puis si on touche aux bases, on ne sait plus où on va. Voilà. C'est ça. Ça m'a beaucoup plu comme formule. Voilà. Mais en même temps, je sais pas si je vais avoir l'énergie pour défendre la thèse opposée, mais il est certain que l'astrologie, comme on l'a dit, elle a une longue histoire et que Oui. au cours de cette histoire, elle a accumulé beaucoup de choses qui n'ont pas forcément la même valeur. Et notamment, tout à l'heure vous en parliez, vous saviez, vous disiez d'un côté il y a les transits, de l'autre côté il y a les directions. Bon, et vous savez que ça n'a pas la même base, c'est pas la même base astronomique, hein, parce que les transits c'est quand même une réalité dans les éphémérides. Voilà, les directions, bon, c'est Oui. une extrapolation mathématique à partir de données de naissance. Donc tout ça n'a pas la même valeur scientifique, si on peut dire. Voyez-vous. Vous savez, c'est le fameux débat sur la question de savoir est-ce que l'astrologie doit utiliser des choses qui ne sont pas, disons, des réalités physiques précises, ou est-ce qu'elle peut effectivement également introduire des éléments, par exemple quand on dit par exemple que Jupiter est maître du Sagittaire, il n'est pas tout le temps évidemment en Sagittaire, hein, ça, c'est clair. Bien sûr, tout à Donc fait, tout à fait, le fait de dire qu'il il est en Sagittaire, c'est une corrélation, si vous voulez, mais ça oui, ne correspond pas. C'est une affinité, voilà, c'est ça. Oui, c'est une affinité avec le signe. Oui, Et disons que ça a été constaté, évidemment, nombre de fois, nombre n exposants, si on veut aller par là, Oui. hein, et qu'on se rend compte qu'effectivement, il est, disons, chez lui, en domicile, dans le signe du Sagittaire. voilà, oui. Voilà. Oui. Disons que c'est l'expérience, si vous voulez, qui a donné cela. Ça, c'est un fait. Voilà, c'est ça. Donc, L'expérience. donc l'expérience a consolidé les bases, a vérifié les bases, Voilà, constaté les bases. Mais effectivement, ça n'est plus, ça c'est l'apport proprement astrologique, ce n'est pas de l'astronomie, si vous voulez, ça ne correspond pas à une réalité astronomique. C'est-à-dire, M. Albron, à partir du moment où je constate un nombre incalculable, disons, nombre incalculable, disons, de fois où une telle circonstance ou un tel phénomène se reproduit, et à partir de ce moment-là, je peux tirer une loi. Oui, oui. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Francis Bacon. Oui, mais le problème c'est que justement, je ne vais pas être désobligeant pour les astrologues, mais sachant qu'effectivement... On est habitué, hein. Sachant qu'effectivement, ce sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait une loi,
parfois il y a certains astrologues qui affirment que certaines choses ont été hyper validées, et en fin de compte, pas tant que ça. Donc si vous voulez, c'est une question aussi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir le présenter d'une façon convaincante, mais c'est vrai que ça n'est... Bon, vous connaissez les travaux statistiques, il y a des choses qui ont été plus ou moins vérifiées statistiquement, d'autres qui ne l'ont pas été. Il y a des statistiques de Gauquelin qui ont été très claires quand même. Sur certains points, mais pas forcément sur le. Oui, pas forcément sur les. Je ne crois pas que Gauquelin a attaché beaucoup d'importance, par exemple, au domicile des planètes ou des choses comme ça. Il a attaché l'importance, par exemple, à ce qu'une planète soit. Ah, ben c'est notre visiteur là. Allô? De studio là. Oui, donc, voilà, donc je vais te laisser la parole. Hein. Donc voilà. Donc là, toi, nous sommes donc en 2008. On parle là d'événements qui sont déroulés en 75, 76, hein, 75, c'était en 76. Ah oui. Donc il y a 33 ans. Et donc on va se replonger un peu dans cette période-là. Donc c'est Brahe lui-même qui a fait appel à cette jeune garde. Je pense que Brahe a pris contact avec de Lescaut, et Jacques de Lescaut souhaitait effectivement renouveler l'enseignement d'astrologie à Bruxelles. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de cours structurés, en tout cas très connus. Et voilà comment ça s'est fait à travers le CBZA. Jacques de Lescaut a fait appel principalement à Jean You et à moi-même pour assurer la reprise des cours. Donc, au sein du CBZA. Parallèlement à ça, il y avait un souhait de ces différents intervenants de renouveler un peu la perspective de l'astrologie, de la